Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à nouveau présents si vous êtes habitués de ces petites visioconf et puis bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la psychologie et de la préparation mentale pour donc nos chers gardiens de but, jeunes et seniors. Et donc, on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Anaëlle Malherbe. Anaëlle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc rapidement, Anaëlle Malherbe, je suis psychologue clinicienne et préparatrice mentale. J'interviens à l'INSEP avec plusieurs équipes de France et puis des athlètes olympiques. Et j'interviens aussi à mon compte. Et niveau handball, plusieurs expériences, 2 expériences avec des équipes pro, masculines et féminines, et puis aussi accompagnement d'entraîneurs et accompagnement de joueurs, et aide au recrutement aussi pour un pôle. Merci. Merci d'avoir réussi à dégager un petit peu de temps pour nous. C'est sympa. J'imagine que ton emploi du temps, il est très, très serré avec toutes les visioconf que tu peux avoir avec les athlètes. Donc, merci. Avec plaisir. Voilà. L'environnement du gardien de but, on va commencer par faire quelques rappels. Donc le poste de gardien de but, c'est un poste qui est visiblement, j'insiste sur ce terme visiblement, à part, parce que le gardien, il est isolé dans un périmètre de 6 mètres, enfin dans sa zone. Donc, il est soumis à une certaine exposition aux yeux de tous. C'est le dernier défenseur, le premier attaquant. Il doit donc arrêter des ballons et il peut marquer il peut marquer, mais il doit être capable de lancer loin avec précision. Donc il a beaucoup de responsabilités dans la performance collective. Et c'est un poste de fait qui peut être très facilement jugé et souvent binairement. Soit voilà, il a raté ou il a réussi son coup. Le fait que parfois il joue dans des salles où il y a énormément de spectateurs, ça peut être aussi difficile à gérer. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Dans ce qu'il doit faire, dans ses actions, dans les situations qu'il rencontre, on lui demande toujours d'être courageux, ce qui n'est pas simple parce que il y a toujours le risque de prendre des impacts qui font mal. Donc il y a de l'appréhension et l'appréhension, elle peut aussi porter sur certaines situations de tir qu'on va développer un petit peu plus tard. Ajouter à ça, vers 12 ans, il y a le fait qu'il y a des détections fédérales qui se mettent en place, notamment au niveau comité, donc départemental. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va finalement découvrir ce que ça peut être son haut niveau à lui et les exigences qui vont avec. Donc la rigueur à l'entraînement, la charge de travail qui augmente, l'hygiène de vie, ce que ça implique, tous ces éléments-là. L'occupation du poste, soit va être par choix personnel, c'est lui volontairement qui va aller dans les buts, mais ça peut aussi être une demande de l'entraîneur. Et donc ça peut influencer le rapport qu'il a à sa propre pratique. Donc finalement, pour le gardien qui est jeune, on peut dire qu'il y a de grandes attentes sur ses épaules d'enfant. Je vous ai mis 2 citations que j'ai extraites des approches du handball, d'un numéro des approches du handball. Ces articles-là, vous les aurez en version complète. Je vais les mettre sur le site internet où il y aura le replay. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à développer et à lire ces articles-là. Donc, Thierry Omeyer, à propos de l'impact du gardien sur le match, il insiste sur le fait qu'il faut être le plus régulier possible, faire un maximum de parades et les enchaîner. Il identifie des moments ou des situations qui peuvent être délicates à gérer, notamment les débuts de match, les débuts de mi-temps, pardon, ou bien quand l'écart se creuse, ou encore que les adversaires ont des occasions pour revenir dans le match. Et qu'au regard de tout ça, c'est important pour que le gardien sache
montrer aux adversaires que c'est fini pour eux, entre guillemets. Valérie Nicolas, c'est une gardienne de l'équipe de France également, à propos de la relation qu'il peut y avoir entre deux gardiennes dans une même équipe. Elle affiche clairement, elle affichait clairement son envie de jouer et le fait que cette rotation-là, ces décisions-là, c'était l'affaire de l'entraîneur. Donc elle est là pour jouer. Si l'entraîneur lui dit de rester sur le terrain, elle reste. S'il lui demande de sortir, elle sort. Au cours de ses expériences à l'étranger, elle a pu voir différentes façons de fonctionner entre les gardiennes et puis dans la relation avec le coach aussi. Elle indique notamment au Danemark que la relation de binôme et de binôme de travail était plus importante qu'en France, que ce qu'elle a pu voir en France. Donc voilà, conclusion, c'est à l'entraîneur de gérer le duo. La peur, c'était un mot-clé dans vos questions, dans les questions que vous nous avez posées. J'ai retrouvé un article des approches qui était très intéressant à mon goût, qui identifiait justement les situations et les éléments qui font peur à des gardiens et des gardiennes de but. Notamment le fait, donc on l'a dit, de prendre la balle dans le visage ou dans le buste, enfin donc quelconque partie du corps. La peur de l'échec aussi sur les parades des tirs de l'aile, notamment. On l'a vu avec Daouda Karaboué à la deuxième conférence. La crainte de sortir de la zone pour intercepter le ballon et de percuter une adversaire qui est actuellement sanctionnée d'un carton rouge. Je le rappelle, on en a parlé la semaine dernière avec Laurent Bezeau. Sur les situations qui font le plus peur, ce sont quand les arrières se trouvent en position d'ailier ou bien en position très très excentrée sur le terrain et qu'ils tirent en puissance sans prendre l'information sur la gardienne ou le gardien, donc version bourrin, quoi. Quand les tireurs sont déséquilibrés aussi et qu'ils ne maîtrisent plus tous les paramètres de leur tir, mais qu'ils tirent quand même. Les pivots, pareil, qui peuvent tirer sans prendre d'informations parce qu'ils sont souvent encore plus contraints par l'urgence de la situation de tir. Une droitière à droite, ça peut aussi être une situation de peur, d'appréhension, de stress. Et donc, la troisième question qui a été posée dans ce questionnaire-là, c'était comment combattez-vous la peur? Et les éléments qui sont ressortis, c'est par l'habitude, par l'expérience. Donc, on s'habitue à ces situations-là, donc on en a moins peur. La concentration sur l'action qu'il y a à réaliser, le fait de tout le temps être en mouvement et de ne pas comment dire, l'effet freeze, quoi, ne pas être congelé sur place. Et puis la décision de prendre le duel en main et de piéger le tireur ou la tireuse. Donc sur l'ensemble de ces éléments-là, ce qu'on peut constater, c'est que la peur du gardien, majoritairement, c'est une émotion d'anticipation. C'est la crainte de ce qui peut se passer. Voilà pour cet article-là. Et donc Anaëlle, maintenant, va nous expliquer un petit peu, à l'aide de notions en psycho et en préparation mentale, certains concepts qu'on utilise dans notre langage courant d'entraîneur, mais qu'il va être nécessaire de préciser. Anaëlle, je te laisse. Alors, pour compléter ce que tu dis, en effet, je t'ai proposé 2-3 petits schémas qui, pour moi, représentent bien ce que c'est que la gestion du stress, vu que c'était l'une des questions principales dans ce que tu as pu recueillir dans les noms des uns et des autres. La première chose, je pense que c'est de prendre en compte le fait que c'est en rapport avec la perception. C'est-à-dire que la perception qu'on a d'une situation et la perception qu'on a de ses propres capacités permet justement de faire face ou non à certaines situations stressantes. Donc si par exemple un gardien de but qui se retrouve dans la moins bonne équipe du championnat, par exemple,
se retrouve à jouer contre la meilleure équipe du championnat, avec l'impression qu'au niveau défensif, il y a certaines carences. Il va avoir la sensation que l'enjeu est que le résultat par rapport au match est important, donc il y a un gros challenge, et qu'en face de ça, il y a peu de ressources, peu de capacités. Donc, entre guillemets, il y a trop de stress, ce qui peut engendrer des difficultés sur la capacité à prendre les décisions au bon moment, sur le discours interne, sur tout ce qui est en lien avec l'automaticité. A contrario, si on imagine que c'est le gardien de but de la meilleure équipe du championnat qui se retrouve face à la moins bonne équipe, il peut y avoir la sensation d'être plutôt en surconfiance, le fait qu'il y a moins de challenge ou peu de challenge et que ça va être assez facile. Donc, c'est ce qu'on observe dans les situations où il n'y a pas assez de stress. Ce qui, pareil, peut aussi avoir un impact sur la prise de décision, l'activation et la gestion des pensées. L'idéal, c'est de trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'entre le challenge, qui doit être à la fois motivant et à la fois réaliste, et la perception que le gardien de but a de ses ressources et de ses capacités, il trouve un équilibre. Et à ce moment-là, globalement, ça se passe, on va dire, mieux sur la gestion du stress. Donc c'est ce premier schéma qui permet de représenter, de manière assez caricaturale, on va dire, la gestion du stress. Le deuxième schéma, je te laisse le présenter, Marie. Juste par rapport au verbatim au-dessus, le stress étant toujours négatif, est-ce que du coup on peut dire que le stress il n'est pas toujours négatif? Justement, vu que c'est une question de perception, pour moi, il n'y a pas forcément le stress n'est pas forcément négatif parce qu'il te permet à la fois de te préparer à l'action, de souvent monter ton niveau d'activation et monter ton niveau de concentration pour te préparer au challenge. Et on peut prendre des exemples hors hand, hein. Par exemple, dans le foot, on a déjà vu des matchs du PSG face à des équipes beaucoup moins bien classées qui se sont retrouvées avec des contre-performances assez importantes parce que justement, peut-être pas assez de stress et donc à arriver trop relâché, trop détendu sur le terrain et à un moment donné à se retrouver dans cette situation de contre-performance parce que pas prêt à l'adversité. Donc le stress, c'est vraiment en lien avec la perception. Il peut être bon comme il peut être moins bon selon tes capacités, selon tes ressources et la perception que tu as de tes ressources et de la situation. Bien. Vas-y. Ça, c'est un deuxième modèle. Alors, les psychos et les préparateurs mentaux doivent bien le connaître, le modèle du 1 inversé, où globalement, on voit que quand il n'y a pas assez de stress, on est plutôt sur l'ennui, le manque d'activation. Quand il y a trop de stress, à long terme, on peut se retrouver dans des situations de burn-out, de surentraînement avec épuisement, désorganisation, la difficulté à faire des fois des gestes techniques assez simples. Et donc, l'idée, c'est de trouver quand même un équilibre qui est propre à chacun. Il y en a qui vont mieux gérer des niveaux de stress importants et d'autres qui vont être assez anxieux et se stresser, on va dire, rapidement. Mais voilà, c'est de trouver quand même un minimum de stress pour être prêt à l'action lors des situations d'entraînement ou de match. Et le troisième petit schéma, c'est plutôt un schéma que je représente en séance, donc on ne peut pas le retrouver dans les livres, c'est plutôt une manière d'expliquer le fonctionnement de l'humain, on va dire. Souvent, ce que j'explique aux athlètes, c'est qu'il y a trois grands clusters. Il va y avoir tout ce qui est discours interne, toutes tes pensées. Il va y avoir les émotions et les ressentis physiques et les comportements. Si par exemple tu te lèves le matin et tu te dis voilà, c'est le moment de la reprise, génial, je vais pouvoir retourner à l'entraînement, le confinement est terminé, je vais retrouver le coach, je vais retrouver les partenaires d'entraînement, le discours interne il est positif. Donc intrinsèquement, en tant que joueur, tu vas être peut-être plus excité, plus motivé, avec une certaine énergie, en même temps suffisamment relâché pour gérer les challenges. Et quand tu arrives à l'entraînement, tu vas être beaucoup plus efficace. Tu vas peut-être avoir des prises de décision qui sont plus adaptées, être suffisamment relâché pour laisser le geste se dérouler naturellement. Si à l'inverse, tu commences ta journée en disant « Ouh là là, c'est la reprise, je ne me suis pas entraîné pendant 2 mois, je ne sais pas comment je vais faire », ton discours interne, on va dire négatif, va engendrer davantage de stress. Tu vas être peut-être un petit peu plus tendu,
plus anxieux. Et quand tu vas arriver sur ton entraînement, plutôt à regarder ce que les autres sont en train de faire, à avoir peut-être peur du regard extérieur, et donc moins concentré et moins efficace sur ton entraînement. Donc ces 3 éléments-là, on les travaille en préparation mentale, et ce qu'on va aussi beaucoup creuser, c'est ce discours interne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gardien de but? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur pour ensuite lui proposer des outils qui soient adaptés. Il y a une question qui a été formulée hier, il me semble, à propos des manifestations physiologiques relatives aux émotions. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le catalogue des manifestations physiologiques des émotions? Il peut y en avoir beaucoup. Dans les cas qui me viennent par rapport aux athlètes que j'accompagne, tu peux avoir de manière assez classique la boule au ventre, la difficulté à respirer, souvent des athlètes qui vont plutôt respirer de manière thoracique que ventrale, ce qui en plus accélère le stress en fait. Il peut y avoir des tremblements, les mains moites, la sensation d'avoir les jambes lourdes, ou justement des mauvaises sensations, de se sentir un peu désorganisé dans ses mouvements. Donc tu peux avoir un certain nombre de manifestations. Je le vois par exemple dans d'autres sports type le judo, tu en as qui vont aller aux toilettes plusieurs fois avant le combat parce que trop de nausées et besoin de se libérer, on va dire. Donc c'est propre à chacun, on a tous nos manifestations, on va dire, on somatise différemment, mais c'est assez large. Okay. Parce que finalement, ces manifestations-là, physiologiques, physiques, c'est quelque part la première chose que l'entraîneur il peut voir aussi pour associer à certaines émotions de la part de son gardien ou de son sportif de manière générale. Ça peut être visible. En fait, pour moi, les 3 éléments que j'ai indiqués sur schéma, ils sont intéressants parce que tu en as qui vont être plutôt dans le discours interne, c'est-à-dire qu'ils vont réussir un peu à masquer leur stress, mais ils vont avoir un discours interne qui va être très négatif, type je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, ils sont plus forts que moi, etc. Et donc, le travail en tant que psycho du sport ou prépa mental, ça va être de l'aider à conscientiser son discours interne et trouver éventuellement des solutions par rapport au discours interne ou d'accepter son discours interne. Tu en as d'autres qui vont peu penser. Je vois par exemple dans l'équipe de France d'escrime, il y en a certains qui ont peu de discours interne, mais en termes de comportement, tu sens que c'est désorganisé et ça va être plutôt physiologique comme stress. Donc, on réagit tous différemment, mais tu en as certains, ça va être d'aller chercher un peu leur discours interne, d'autres de voir comment ils se comportent pendant l'échauffement, sur le terrain. Est-ce que d'habitude ils sont plutôt ouverts et puis d'un coup ils vont plutôt s'isoler, ou même les manifestations purement physiques du stress. Ok. C'est bon pour ce schéma? Ouais. Cool. Alors donc vous voyez, j'ai vraiment pris à cœur de bien répondre de faire en sorte que vous ayez des réponses à vos questions individuelles. Donc je les ai regroupées par différents thèmes. Et donc là, ces différentes questions-là, elles sont en lien avec la gestion de l'échec, de la baisse de performance, que ce soit pendant un match ou pendant plusieurs matchs d'affilée, et le switch. Donc, Anaëlle, est-ce que tu peux avoir tu peux nous apporter des explications sur ce qui peut se passer chez les sportifs, peut-être dans le discours interne ou dans ce genre d'éléments-là, pour expliquer et puis pour proposer des solutions éventuelles pour aider nos gardiens de but à mieux gérer les échecs et les baisses de perf et puis le switch, s'il te plaît. Alors, j'ai pas entendu tous tes propos, mais je vais répondre et puis si c'est pas complètement dans la cible, tu me diras. Je pense qu'il y a différentes phases. Il y a l'avant-match, il y a pendant le match et il y a après le match. Avant le match, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur la fixation d'objectifs, par exemple. Donc, ce que nous, on appelle plutôt les objectifs de maîtrise,
qui vont être des objectifs techniques, tactiques, physiques, mentaux, qui te permettent de te centrer sur l'action. Il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir plutôt des objectifs de résultat. L'objectif de résultat, il est intéressant, mais il peut être à double tranchant. Parce que si tu te focalises uniquement là-dessus et que tu commences par exemple à te prendre un certain nombre de buts en début de match, tu vas sortir de ta concentration. Le résultat, il n'est pas à 100% maîtrisable. Quand tu es gardien de but, ça dépend de tes coéquipiers, de ce qu'ils ont mis en place sur la défense, des consignes tactiques, des joueurs qui y en face, de l'arbitrage, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir d'autres objectifs en tête. Alors, vous m'excuserez si je ne suis pas complètement dedans au niveau technique, hand, vu que je ne viens pas du hand, mais ça peut être par exemple de travailler la distance à 6 mètres. Ça peut être aussi de relancer rapidement une fois qu'il y a eu l'arrêt pour repartir sur l'attaque. Et donc du coup, si le gardien a ça en tête et l'a travaillé avec son coach, il va avoir peut-être 2-3 points cibles qui vont lui permettre de plus facilement se remobiliser. Et à la fin du match, au moment du débriefing, s'il a rempli ses objectifs de maîtrise, au niveau de la confiance au soi et au niveau des performances, ce sera plus positif. Et il pourra repartir au travail en se disant « Ok, bah ça c'est bon, les prochains axes de travail, ils vont être plutôt sur peut-être… je sais pas moi, les arrêts en latéral ou des choses comme ça. » Donc ça, c'est très important, c'est de pouvoir travailler sur des objectifs de maîtrise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une petite discussion avant le match avec entraîneur et gardien pour justement identifier ces objectifs. Oui, et puis ils vont aussi idéalement s'appuyer sur ce qu'il est en train de travailler à l'entraînement. S'il est en train de travailler un élément technique spécifique et puis tu vois par exemple ses appuis, d'être bien sur les appuis avant, l'idée ce sera de le remettre en place au moment du match et donc de s'accorder là-dessus pour que le débriefing soit le plus adapté possible. Je vois beaucoup d'entraîneurs qui vont faire des débriefs sans avoir eu en amont les objectifs de maîtrise de leurs joueurs ou de leurs gardiens de but. Et donc, du coup, le débriefing, il est en partie à côté de la plaque parce que peut-être que l'idée, c'était d'être très efficace sur ses appuis et donc, il a été un peu moins bon sur un autre élément technique, mais ce n'était pas son objectif principal. Donc, c'est important de pouvoir s'accorder et ça aide beaucoup plus facilement à se remobiliser en situation de match et à mieux gérer un vécu d'échec à la fin du match. Pour moi, l'échec, c'est une notion un peu subjective, c'est-à-dire qu'il y a échec s'il n'y a pas d'apprentissage. Si tu as perdu le match, mais que tu as été efficace dans ce que tu as mis en place et que tu arrives à voir ce qui a bien fonctionné et ce qui sera amélioré sur la suite, tu n'es pas sur un échec, tu es sur un apprentissage et donc tu es sur quelque chose d'évolutif. Ok. Ensuite, peut-être juste pour parler du switch, parce qu'il me semble que c'était l'une de tes questions, le switch, c'est une technique qui permet de passer, on va dire, d'un point de focus à un autre. Il peut se travailler avec ce qu'on appelle aussi l'ancrage. L'ancrage, on peut le retrouver chez des joueurs très connus, type Nadal, c'est assez facile, il fait toujours les mêmes gestes avant le service. C'est une manière pour lui de revenir dans l'instant présent et d'être concentré sur chaque balle. Pareil, Wilkinson, la première fois où on l'a vu se pencher, se mettre comme ça, regarder la trajectoire, c'était une forme d'ancrage pour switcher, rebasculer dans l'instant présent, être suffisamment relâché et en même temps focus sur la trajectoire. Donc ça, c'est des outils qu'on peut travailler. Et dans les sports co, ce qui marche bien aussi, c'est de revenir vite dans l'action. C'est-à-dire que si tu as loupé ton action, si par exemple tu es, je sais pas moi, pivot et puis tu loupes ta passe, t'en as certains qui vont rester quelques secondes comme ça à réfléchir avant de retourner en défense. Des fois, juste passer par l'action, vite revenir en mouvement et repartir sur la défense, ça peut permettre de switcher et d'enlever un peu ce discours négatif qui peut avoir un impact sur la suite du match. Et au sujet de la baisse de performance de match en match, si on est sur une série de contre-perfs, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il y a une équipe avec laquelle justement on travaille. C'est complexe parce que ça dépend de beaucoup de choses. Pour certaines équipes, ça dépend aussi des éléments financiers. Quand tu as un peu moins de moyens, des fois, c'est aussi plus complexe pour certaines équipes qui sont en bas de classement sur les championnats. Après, pour moi, c'est vraiment de travailler sur ces fameux objectifs de maîtrise, de ne pas être uniquement sur les objectifs de résultat, de pouvoir travailler sur la cohésion d'équipe, sur la communication, enfin tous les ingrédients qui permettent aussi d'impulser, on va dire, les ingrédients motivationnels et de pouvoir être, on va dire, bien dans la difficulté et encore mieux dans la réussite. Parce que tant que ça va, on ne change pas souvent les choses et puis on se pose moins de questions et c'est quand ça commence à être difficile que là, tu vois aussi toutes les failles qu'il peut y avoir au sein d'une équipe et même dans les relations entre joueurs et avec les entraîneurs. Ok. Deuxième sujet de question. Alors, au regard de l'appréhension des impacts, donc cette crainte-là de prendre des balles dans le visage ou sur une partie du corps, et puis sur les retours de blessures. Donc, le rapport au corps de manière générale, parce que finalement, tu vois, il y a beaucoup de gardiens qui aiment jouer dans le but, mais il y en a beaucoup qui ont quand même peur de prendre un ballon qui fait mal, quoi. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à apporter Alors, comme astuce? il peut y avoir différents axes. Je vais peut-être pas être exhaustive dans ma réponse. Et puis peut-être qu'il y a des collègues là qui nous écoutent qui ont aussi d'autres manières de travailler. Euh, pour moi, il y a plusieurs choses. L'imagerie mentale, par exemple, c'est un super outil parce que ça te permet de travailler, comment dire, différents types d'actions, différentes situations potentiellement anxiogènes, par exemple, et de commencer à modifier la représentation que tu en as. On le travaille beaucoup en TCC, en psycho, donc thérapie cognitivo-comportementaliste, où par exemple, tu vas intervenir auprès des gens qui ont des phobies. Donc par exemple, tu vois, moi j'ai la phobie des araignées. L'idée, c'est petit à petit de t'habituer au contexte anxiogène, trouver des solutions. Par exemple, avec de la relaxation, avec pourquoi pas de l'ancrage, d'automatiser le bon geste technique pour ensuite, on va dire, diminuer l'état de stress qui est lié à cette situation-là. Donc l'imagerie mentale, elle est intéressante pour ça. Et en plus, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme dans tes rêves, si tu rêves que tu es en train de manger un gâteau au chocolat sur la plage, tu es persuadé que tu es en train de manger un gâteau au chocolat sur la plage. Et donc l'imagerie mentale, elle joue aussi là-dessus. En apprenant on va dire des nouveaux schémas comportementaux, ton corps l'automatise et donc en situation de stress, il va plus facilement réussir à trouver la bonne réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, on peut aussi utiliser tout ce qui est, on va dire, pleine conscience, acceptation. C'est-à-dire que oui, tu as peur. En même temps, en tant que gardien de but, ça fait partie aussi des risques de ton poste. Ces outils-là aident aussi à accepter cette peur-là pour plus facilement se concentrer sur la solution et sur les bons gestes. Okay. Et l'outil imagerie mentale est aussi intéressant sur la gestion de la blessure. On a une collègue que tu connais bien, la Claire Galmels, qui est à l'INSEP et qui travaille dessus et qui est excellente dans ce travail d'accompagnement. On le fait aussi nous en tant que psy et préparateurs mentaux pour continuer à automatiser certains gestes. Là, dans la période de confinement, il y a beaucoup d'athlètes avec qui j'ai travaillé en imagerie mentale, justement pour soit corriger des situations complètes qui étaient anxiogènes, pour changer un peu les schémas, soit pour continuer à automatiser des gestes techniques, même s'ils ne peuvent pas pratiquer en réel. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes.
et puis de maintenir le lien aussi. Je pense qu'en période de blessure, c'est primordial de maintenir le lien avec les athlètes qui sont blessés pour qu'ils continuent à se sentir engagés dans la dynamique avec le groupe et avec les coachs. Est-ce que tu peux juste préciser un petit peu ce que c'est la simulation motrice? Parce que je pense que pour beaucoup de personnes parmi nous, ça peut être assez abstrait de comprendre que on peut continuer de travailler techniquement sans être sur un terrain. Alors, c'est une bonne question. Donc, comment on peut le travailler concrètement? C'est ça un peu la question? Ouais, ou les principes finalement de ce type de travail. Le principe, c'est de cibler déjà un geste technique bien précis, de pouvoir détailler les différentes étapes du mouvement, d'y associer les sensations kinesthésiques. Donc, un bon geste, quand il est bien réalisé, on sait tous à un moment donné qu'il est bien réalisé parce que physiquement, ton corps est en train de te dire ça va le faire. Et du coup, ensuite, c'est de pouvoir se le représenter mentalement, toujours de manière positive. Parce que si tu commences à en créer un mauvais schéma, c'est comme si tu lis toute la journée des textos avec des amis qui font des fautes d'orthographe, à la fin, tu feras des fautes d'orthographe. Bah, sur l'imagerie mentale, c'est pareil. C'est toujours visualiser le geste de manière parfaite pour ancrer en fait ce schéma-là au niveau neuronal. Dit autrement, quand tu apprends un geste ou tu apprends une discipline, c'est un peu comme si au niveau de tes neurones, l'information elle passait très lentement. Un peu comme si tu étais sur un petit chemin, un sentier de campagne. Quand tu commences à automatiser, quand tu commences à être expert, tes neurones ils sont myélinisés et donc du coup l'information elle passe beaucoup plus vite. C'est un peu comme si tu étais sur l'autoroute. Donc du coup tu renforces au niveau cérébral ces circuits-là et t'envoies aussi à tes muscles des informations avec des micro-contractions qui te permettent déjà de te préparer à l'action. Donc la simulation motrice, elle est très puissante aussi parce qu'elle te permet d'améliorer tes capacités. Et j'en ai déjà eu qui sont revenus des croisés après 9 mois de pratique et qui au final étaient meilleurs, par exemple, là c'est au judo, mais sur leur kumikata, sur la gestion de la prise, qu'avant la blessure. Parce que vraiment, ça te permet de renforcer ces capacités-là. Et après, idéalement, c'est quand même de le coupler à la pratique. Ça donne des effets encore plus bénéfiques. Donc nous, dans le cadre du gardien de but, ça peut être des poussées latérales, ça peut être une technique de parade précise, ça peut être mis en lien avec une situation aussi peut-être dans laquelle on s'est blessé pour mieux l'aborder au retour de blessure. Exactement. Exactement. Ça peut être ces différentes situations-là. Et pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, ça peut être par exemple de le coupler avec un travail vidéo. Soit un geste que eux ont bien fait, soit éventuellement avec par exemple un gardien de but international qui fait très bien tel type de parade et donc du coup de le visualiser pour déjà ancrer ces schémas-là. Okay. Donc ça implique quand même qu'il y a un protocole à suivre. C'est un entraînement maison, en fait, finalement. L'imagerie mentale et tout ça. Bah après, tu peux le faire à l'entraînement. Je sais que moi, je le travaille avec certains athlètes pendant l'entraînement, où du coup, ils vont commencer par faire 4-5 séquences d'imagerie mentale avant de le reproduire en situation réelle. Et ensuite, ils peuvent éventuellement le refaire pour corriger. Quand tu le fais avant, tu es plutôt dans l'idée d'apprentissage. Quand tu fais ton imagerie mentale après avoir réalisé le geste, tu es plutôt sur l'idée d'ancrer ou de corriger certaines erreurs. Donc, ça peut se mettre en place assez facilement au final en situation d'entraînement. Si tu restes aussi vraiment sur cette idée de visualiser toujours de manière parfaite. Bien. On passe à une autre catégorie de questions que tu as déjà abordé un peu. L'intérêt ou la plus-value d'avoir des routines dans la préparation d'un match et notamment un aparté sur la fixation d'objectifs. Donc ça, on a abordé un peu déjà.
Alors, les routines de performance, c'est pareil, c'est un outil en effet très, très usité en préparation mentale. L'idée, c'est d'une certaine manière de te mettre dans ta bulle. Donc, on va les travailler à partir du moment où l'athlète, le joueur commence à se mettre dans son match. T'en as pour qui ça va être 2 jours avant. T'en as pour qui ça va être la veille ou le matin même. Donc, on identifie ce moment-là. Et ensuite, l'idée, c'est de voir. Alors, c'est comme ça que je le travaille. T'en as qui vont travailler différemment. Moi, je vais identifier les pensées, son discours interne, ses émotions, ses ressentis physiques et ses comportements. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et de voir qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui fonctionne bien, et si éventuellement il y a des éléments que le joueur ou le gardien de but va mettre en place qui va au final augmenter le stress ou jouer sur sa concentration. Donc l'idée, c'est un peu comme si tu rentrais dans un tunnel et plus tu avances, plus tu es concentré, plus ton niveau d'activation est optimal, ni trop élevé à perdre trop d'énergie, ni trop bas parce que pas assez actif pour être performant dans l'instant présent. En gros, pour moi, la routine, c'est ça. C'est au moment du match, tu es dans l'instant présent. Mais ce moment-là, il a été aussi travaillé dans les minutes et les heures qui précèdent. Est-ce que tu aurais des exemples de routines que certains sportifs, peut-être proches du contexte gardien de but, mettent en place? Alors, j'en ai eu un. Alors, c'est un jeune avec qui j'ai travaillé, qui avait 16 ans à l'époque. Dans les routines, on a commencé à travailler sur le début de journée. Lui, pour se concentrer, il a plutôt besoin d'être seul. Donc, l'idée, Il c'est fait quel sport? gardien de but en hand. Ok, Donc, au top. on est dans la thématique. Et donc, du coup, c'était justement de pouvoir petit à petit se concentrer, prendre le temps de préparer son sac, être dans une sensation de maîtrise aussi par rapport à cette préparation-là, arriver sur le terrain, avoir un petit moment où il s'isole et où il commence à prendre ses repères, surtout si c'est un gymnase ou un terrain qu'il ne connaît pas. Mettre en place le même type d'échauffement seul et ensuite de le faire aussi avec les coéquipiers. Après, souvent, tu as aussi des échauffements qui vont être spécifiques gardien de but. Donc, pour commencer à monter en agressivité, parce que lui, ce dont il avait besoin, c'est d'être à la fois relâché et à la fois agressif. Pour moi, c'est une des particularités aussi de ce poste-là. En travaillant aussi certains ancrages, donc plutôt physiques, pour s'activer et monter en agressivité. Et avec des mots-clés qui lui permettent, quand il est trop activé, de se relâcher, de redescendre. Donc, tu vois, ça va être par exemple calme ou respire, et donc sur 2-3 respirations, d'amener à se relâcher. Soit justement de s'activer. Donc, lui, c'était plutôt des tapes sur le torse ou éventuellement de donner un coup dans le... Ouais, dans le but. Ouais, exactement, pour se remobiliser, ensuite se refocaliser vite sur l'action à venir. Donc ça peut se travailler aussi comme ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la fixation d'objectifs qu'on a déjà abordé? Est-ce que tu veux compléter ou... Pour moi, c'était assez complet. Enfin voilà, c'est couplé objectifs de résultat avec des objectifs de maîtrise qui soient transposables sur les situations d'entraînement, mais aussi spécifiques sur les situations de match et forcément adaptés par rapport et à l'enjeu et à l'équipe que tu as en face, parce que tu vas changer peut-être l'aspect tactique et du coup aussi les éléments techniques qui peuvent être liés. Donc, la fixation d'objectifs, elle doit être optimale au niveau des objectifs de maîtrise. Ok. Dernière salve de questions au sujet de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut aider ou accompagner un gardien, sachant que pour une grande partie, c'est lui-même qui a les clés de sa préparation. Et ensuite, il y a donc une question sur la différence éventuelle qu'il peut y avoir entre les filles et les garçons et la façon de les accompagner, justement. Alors,
Sur donc la première remarque et question de Jean-Paul, euh, en effet, en effet, c'est assez complexe. En fait, pour moi, les premiers préparateurs mentaux, c'est les coachs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont certains outils pour justement travailler, par exemple, la concentration ou la gestion des émotions à l'entraînement, ça va apporter énormément de capacités, énormément de ressources qui seront ensuite transposables en situation de compète. Et plus les coachs sont performants là-dedans, moins, entre guillemets, nous, on a de travail auprès des joueurs. Le questionnement est quelque chose, pour moi, de très important. Le fait d'échanger avec le gardien de but, de comprendre quels sont ses leviers motivationnels. Tu vois, il y en a qui vont être sur la gagne, il y en a qui vont être sur le fait de se voir progresser, il y en a qui vont vouloir être leader et pouvoir aussi transmettre les bonnes consignes au bon moment à leurs coéquipiers, etc. Donc, identifier ça, ça te permet déjà de mieux accompagner ton gardien de but. Comprendre un peu son histoire, voir ce qu'il perçoit en termes de points forts, est-ce que c'est réel ou pas, voir ses axes de travail. Ça va te permettre au fur et à mesure de co-construire la démarche. Et donc, du coup, de pouvoir à la fois les aider à se développer et à la fois en partie répondre à leurs attentes tout en les intégrant à ton projet en tant que coach. Donc, au maximum, je pense, l'échange pour comprendre leur mode de fonctionnement, savoir ce qu'ils se disent, savoir ce qu'ils ressentent et adapter en fonction. Ok. Et pour ouais, vas-y. Pour la question de Joël, du coup. Alors, elle est un peu plus longue. Oui, en gros, c'est le rapport au sport, à la compétition, qui peut être différent chez les filles et chez les garçons, et comment on s'y adapte pour les accompagner, les aider à se préparer au mieux. Alors, clairement, il y a des différences. La principale, enfin, la différence la plus notable, je pense, j'en parlais avec une coach il y a 2 jours, c'est que les filles vont globalement être plus dans l'affect. On est plutôt sur ce lien de confiance aussi avec les coéquipières, mais aussi avec le coach. La sensation d'avoir une attention un peu plus particulière. J'ai observé ça même en équipe de France, donc avec des athlètes où tu peux dire elles sont plus autonomes et elles ont un projet plus ficelé que les jeunes. Quand elles ont l'impression que on les observe un petit peu plus en leur faisant des retours, où on est un petit peu plus présent et un peu plus dans le conseil, ça joue énormément sur l'aspect motivationnel. Là où les garçons sont globalement plus dans le concret, plus pragmatique. Ils vont plus facilement accepter qu'on leur rentre dedans, qu'on leur dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ils sont davantage dans une concurrence aussi entre partenaires. Donc, la posture du coach, elle est importante à adapter. Et j'en ai vu certains qui ont bossé pendant des années avec des garçons. Et une fois qu'ils sont arrivés avec des équipes de filles dans le hand, ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter parce qu'ils transposaient le même modèle, là où en fait, c'est tes joueurs qui vont te donner les clés, qui vont te montrer comment ils fonctionnent. Et donc, du coup, en comprenant ce mode de fonctionnement-là, tu vas l'adapter à ton projet. Et peut-être qu'il y en a qui sont plus faits pour travailler avec les garçons qu'avec les filles ou inversement. Mais ce switch peut être assez délicat. À l'intérieur même d'une équipe féminine ou masculine, il peut aussi peut-être y avoir des différences dans ce rapport-là. Peut-être qu'une fille va mieux fonctionner si on lui rentre dedans, entre guillemets, et un garçon dans l'affect. Tu peux avoir ça exactement. T'as certains garçons qui vont avoir besoin d'avoir un lien un petit peu plus proche et des fois c'est plus des figures paternelles qui vont rechercher. Donc le lien est différent. Et tu as certaines filles, pareil, j'en parlais avec un coach qui me posait la question là-dessus, qui vont avoir besoin d'agressivité. Alors, en tant que psy et prépa mentale, au départ, ça peut être un peu surprenant et en tant que coach aussi.
Mais ce qu'on avait identifié, c'est que cette fille-là, elle avait besoin, avant son match, que son coach limite l'insulte pour vraiment monter l'agressivité et donc du coup à être prête au combat, à aller au contact, à l'aider en fait à appréhender cet aspect-là. Et donc, après, tu t'adaptes. Hein. Moi, je ne vais pas réussir à être très agressif vis-à-vis des athlètes que j'accompagne, le coach en question non plus, mais il avait commencé à le faire, à la faire monter en puissance sur cet aspect-là, avec des mots plus durs pendant l'échauffement. Et ça avait eu un effet très bénéfique parce que déjà, ça correspondait à son attente, et en plus, elle s'est sentie écoutée par son coach. Donc du coup, oui, tu peux en avoir qui ont des profils plus atypiques et qui peuvent avoir besoin de cette agressivité-là. Et pour moi, gardien de but, tu as quand même cette notion d'agressivité parce que soit tu subis, tu reçois, soit à un moment donné, tu es en capacité à sublimer cette émotion-là pour être présente, faire barrage et donc être agressif, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la balle. Et prendre l'ascendant psychologique par rapport à tes adversaires et par rapport à l'attaque en face. Ok. Merci pour toutes ces premières questions là, qui ont été préalablement posées. Je vais me mettre sur le chat parce que maintenant, enfin, je suis désolée hein, pour ceux qui ont posé des questions pendant qu'on échangeait déjà, mais j'ai pas le chat sous les yeux quand je suis en plein écran avec mon PowerPoint. Donc, on va revenir sur ces questions-là. Mathieu, le premier. Alors, est-ce qu'il existe des statistiques de fin de match concernant les gardiens? Possibilité de les mettre en lien avec des objectifs de perf et de procédure. Alors, statistiques de fin de match. Sur les feuilles de match, il y a le nombre d'arrêts réalisés par le gardien qu'on peut ramener au nombre de tirs, de duels gérés pendant le match, à condition que la feuille de match soit bien remplie. Et c'est un débat parce que la définition de ce qu'est un arrêt au handball, il y en a plusieurs en fait. Hein, donc, il y en a qui pensent que un arrêt, c'est forcément un ballon qu'on conserve et qu'on remet en jeu donc à notre équipe. Et d'autres pensent aussi qu'un arrêt, c'est un ballon qu'on repousse, qui revient sur le champ et qui peut revenir dans les mains de l'adversaire. Donc il y a des nuances et parfois il peut y avoir deux personnes ne vont pas forcément prendre les stats de la même façon sur cette feuille de match. Après, d'autres types de stats, à part celles qu'on fait nous dans le staff quand on décide d'en faire, il n'y en a pas d'autres qui sont obligatoires en fait, des stats de fin de match. Donc c'est vraiment, ça doit vraiment être un objectif de l'entraîneur en fait d'identifier quel stat il veut pour justement après pouvoir le mettre en lien avec des objectifs de perf et de procédure. Tiens, question pour toi. Peut-on réadapter les objectifs de maîtrise en cours de saison? Tout à fait, et c'est même très judicieux de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en début de saison ou la reprise post-confinement, tu peux avoir certains objectifs de travail et l'idée à un moment donné, souvent à mi-saison, je trouve que ça peut être intéressant, c'est de pouvoir refaire un point, voir ce qui a évolué sur les objectifs qui ont été ciblés, ce qui a bien fonctionné, ce qui est amélioré pour éventuellement basculer sur d'autres types d'objectifs ou parfois prendre un petit peu plus de temps sur un objectif technique qui n'a pas été automatisé, par exemple. Donc clairement, c'est intéressant de pouvoir les réévaluer et puis parfois même de les utiliser, comme on disait tout à l'heure, en fin de match. Comme ça, tu es sur des feedbacks plus réguliers aussi. Il y a une remarque qui a été faite par Pauline qui est très intéressante. Vu qu'il y a ce qu'elle appelle un non-temps pour le gardien quand ses coéquipiers attaquent, c'est un temps où on peut se distraire, avoir un dialogue négatif qui arrive par rapport à un but qui vient d'être pris. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant ce non-temps pour switcher? C'est une très bonne remarque, en effet. Sur les quelques gardiens avec qui j'ai travaillé,
c'était en effet souvent des moments où il pouvait y avoir plus de doutes et plus de discours internes négatifs. T'en as certains où on va aller plutôt sur du relâchement. Ils vont être un petit peu trop à fond, entre guillemets, dans le match. Et donc, par exemple, faire de la respiration abdominale, ça leur permet de redescendre et de se relâcher. T'en as d'autres qui vont, par exemple, avoir besoin de donner encore plus de consignes aux coéquipiers. Le fait de le faire, d'être dans l'interaction et d'avoir ce regard aussi tactique, notamment avec la défense, ça leur permet d'être plus concentrés et donc justement de mettre de côté ce discours interne négatif. T'en as d'autres qui vont sautiller un peu sur place pour rester actifs et se centrer davantage sur ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux travailler et pareil, qui sont à adapter en fonction du profil de ton gardien de but et de l'état émotionnel ciblé. Ok. Ça rejoint un peu la question de Victorien, qui était très proche de ça. Comment être dans un état de flow? Le On le flow. on le recherche tous et globalement, Est-ce que tu peux dire ce que c'est déjà, le flow? l'état de flow, c'est un état modifié de conscience qui permet, enfin, dans lequel tu as l'impression de pouvoir anticiper les actions un quart de seconde avant, de faire les bons gestes au bon moment, de prendre les bonnes décisions, d'être suffisamment agressif et en même temps relâché. Enfin, c'est un état d'extase, entre guillemets, qu'on peut ressentir et dans le sport, et dans la musique, et même dans son travail. Et à partir du moment où tu l'as déjà vécu, globalement, tu as envie de le revivre parce que ça te permet vraiment d'être dans la performance. Et c'est quand tous les ingrédients sont présents sur la concentration, la gestion du stress, l'automaticité, ta performance technique, tactique, etc. Il y a des recherches là-dessus. On ne sait pas exactement comment l'activer. Je pense que pour le faire, c'est de travailler sur les différentes habiletés mentales, mais aussi techniques, tactiques et physiques, pour qu'à un moment donné, on va dire, la mayonnaise prenne et du coup, tu puisses être dans cet état-là. Ok. Alors, il y a une question. Peut-on interagir avec le gardien durant les temps calmes de jeu ou bien vaut-il mieux lui proposer des outils avant en s'appuyant sur les analyses vidéo? J'aurais envie de dire l'un et l'autre. Ça dépend vraiment du profil. Tu en as certains qui préfèrent rester dans leur bulle et qui vont pas forcément apprécier d'avoir ces temps d'échange-là. Et tu en as d'autres qui, au contraire, vont avoir besoin d'être en contact avec le banc, d'être en contact avec le coach, d'avoir certaines consignes et de pouvoir réajuster leurs actions. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à questionner avant, de demander aussi au gardien de but ce qu'il préfère et ensuite d'adapter son discours en fonction. Donc, ça permet vraiment de créer la confiance avec le sportif. Et, c'est une question, enfin une remarque qui avait été posée, enfin formulée par Stéphane un peu plus tard. Le plus compliqué, c'est d'avoir la confiance du sportif pour qu'il parle et qu'il réponde de manière détaillée aux questions. Okay. Et si je puis me permettre, tu en as même certains qui préfèrent échanger directement avec l'autre gardien plutôt qu'avec le coach parce que des fois, ils vont plus facilement être à l'écoute et donc du coup, ça peut être plus adapté. Ça peut être aussi une façon de responsabiliser le gardien qui est sur le banc, Exactement. d'être prêt à avoir ce rôle-là à tout moment quand son partenaire en a besoin. Exactement. Quels pourraient être les leviers de dédramatisation? C'est-à-dire, dans quel contexte? J'imagine après un but encaissé ou une série de buts ou une sensation d'être en situation d'échec, j'imagine. Pour moi, on revient un peu, c'est caricatural, hein, mais toujours à cette idée de quels sont les objectifs qui ont été fixés avant le match et puis de pouvoir faire le débrief. Et dans le débrief, c'est de pouvoir aussi écouter le joueur. Avant, soi-même, en tant que coach, faire son débrief et donner ses impressions, c'est des fois d'aider à évacuer l'aspect émotionnel et ensuite d'être dans l'analyse et de faire un feedback. Okay.
Là, il y a une question que je suis pas sûre. Comment un préparateur mental peut intervenir dans tes transferts? Alors, le transfert, je ne sais pas si c'est d'un club à un autre. Je doute qu'il intervienne. Si, peut-être. Dis-moi, t'en penses quoi? Alors, ce qu'on fait, alors peut-être moins de club à club, mais tu vois, à l'INSEP, avec les collègues des CREPS, des pôles, on essaye idéalement de pouvoir se transmettre certaines informations avec l'accord du sportif. Donc pouvoir dire, bah voilà, on a travaillé ça, il en est là au niveau de son travail, au niveau mental, et on avait identifié tels axes à venir. Et donc, à partir du moment où le joueur ou le gardien de but est OK, ça permet vraiment de travailler dans la continuité. Et idéalement, c'est aussi de le faire, enfin, on le fait à l'INSEP, hein, en préparation mentale intégrée, donc pouvoir travailler avec l'équipe, avec les autres joueurs, avec les coachs, créer le lien de confiance, et quand les joueurs sont OK, faire le feedback sur les éléments prépa mental, pas sur les éléments perso, au coach pour donner des billes sur leur mode de fonctionnement, leur expliquer ce qu'on est en train de travailler, et puis voir si on va tous dans le même sens. Pour rebondir un peu sur cette relation-là au coach, est-ce que, enfin, comment se positionner en tant que préparateur mental vis-à-vis du coach? Parce que les besoins, ils sont pas forcément identifiés ou les mêmes en fonction du coach et puis de la joueuse ou du joueur. Donc, est-ce que, il faut qu'il y ait un travail conscient, connu, en commun, ou est-ce qu'il faut garder une confidentialité? Comment on se positionne? Euh, alors, je répondrai de manière plus large. Je pense qu'il y a deux types d'interventions dans l'aide à la perf. Tu vas avoir la préparation mentale ou l'aide à la performance intégrée. Donc, c'est quand tu travailles avec l'équipe. Tu vois, par exemple, avec l'équipe de France d'escrime, je pars avec eux en compète, sur certains stages, etc. Et donc, du coup, je suis identifiée comme l'intervenante principale. Après, ils ont le choix aussi de travailler avec d'autres personnes, et ça, je pense que c'est important aussi de laisser cette liberté-là. Mais du coup, le fait d'être sur le terrain, on va aussi travailler spécifiquement sur certains axes pendant les entraînements, pendant les compètes. Et je travaille aussi sur l'attitude des coachs pour les aider à ajuster leur discours, la gestion de leurs émotions, situations. Après, tu en as qui vont travailler plus en mode bureau, et c'est aussi très intéressant. Et dans ce cadre-là, on va être en one-to-one. Et du coup, il y a moins de lien avec les coachs. Parce que parfois, tu as des athlètes qui préfèrent que cette démarche leur soit personnelle. Et il y a certains coachs qui sont aussi moins preneurs de la prépa mentale et qui vont le voir de manière négative avec cette ancienne étiquette de si tu vas avoir un psy ou un prépa mental, c'est que tu as un problème. Et donc, du coup, voilà, ça peut être une autre manière de fonctionner, plus détaché du terrain, et en même temps, tu as un regard qui est plus extérieur aussi en tant qu'intervenant. Donc, les deux sont intéressants et complémentaires. Ok. Est-ce qu'il existe des questionnaires qui permettent de faire mieux connaissance, de mieux connaître ces sportifs? Et si oui, est-ce que ils sont en libre accès? Est-ce que je pourrais moi les remettre sur le site ou J'en connais pas, il y en a sûrement, mais j'en connais pas. Tout simplement parce que, étant psychologue, clinicienne avant même d'être préparatrice mentale, c'est notre métier d'être dans l'entretien. Et donc, du coup, pour répondre sans répondre, j'ai envie de dire, quand je rencontre un sportif, sur le premier entretien, je vais faire je vais balayer les différents domaines de vie, donc son projet sportif, ses objectifs, ses points forts, ses actes de travail, comment ça se passe au niveau familial, au niveau amical, au niveau affectif, au niveau du projet scolaire, etc. Et donc ça permet vraiment de mieux connaître l'athlète, de voir si des fois tu as des problématiques qui sont aussi présentes dans les différents domaines, et ensuite de prioriser et d'intervenir. Donc j'ai pas de questionnaire à proposer. Je pense que ça peut être de créer sa propre grille un peu d'entretien pour justement poser des questions suffisamment ouvertes pour créer l'échange et avoir le retour des joueurs. je sais que, enfin, moi dans le cadre de de mon mémoire en M1, j'avais passé des questionnaires pour identifier les buts motivationnels, pour savoir si un tel était plus sur de la maîtrise ou de la perf ou tout ça. Donc ça peut être aussi d'autres. Après, sur des questionnaires purs ciblés sur des thématiques type motivation, anxiété,
confiance en soi, t'en as un certain nombre qui sont en libre accès. Ceux que j'aime beaucoup, c'est ceux de Valorant. Ouais. Et Valorant, il les laisse en libre accès sur son site internet ou sur l'UQAM. Et ils sont en français et en anglais. Donc vous pouvez trouver pas mal d'échelles sur ces travaux à lui. Je mettrai un lien là-dessus. Désolée pour les dernières questions qui restent un peu en suspens, mais effectivement, je voulais qu'on termine sur la dernière question qui vient d'être posée. Quelles sont enfin, les différences en fait entre un psychologue clinicien et puis un préparateur mental dans la relation au sportif? Donc dans l'activité pure, mais aussi dans la relation au sportif. Alors, déjà, on a deux types de parcours qui sont différents. Psychologue clinicien, tu as fait 5 ans d'études, c'est un titre qui est protégé. C'est comme kiné, tu peux pas te déclarer psychologue si tu n'as pas fait ces 5 ans d'études. Et on est plutôt sur l'idée de comprendre le mode de fonctionnement de l'individu, d'un groupe, et de l'aider à trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'il rencontre. Donc, on va être sur de la prévention, du soutien ou de la thérapie, de manière très schématique. Et sur une meilleure connaissance de soi, qui est très importante dans le sport de haut niveau. En préparation mentale, on est plutôt sur des outils. Donc, on va cibler sur la performance, donc notamment sur le sport, dans l'idée de développer des nouvelles habilités mentales. Et les habilités mentales classiques qu'on retrouve, ça va être la gestion des émotions, l'activation, la concentration, l'automatisation, etc. Donc, on est vraiment plus ciblé sur des outils. Après, c'est bien, je pense, d'avoir les deux, parce qu'il y a des fois où tu peux rencontrer des problématiques type difficulté de concentration, et en creusant, j'avais déjà vu des collègues qui étaient préparateurs mentaux et qui n'avaient pas forcément le bagage psy, qui étaient rentrés dans la brèche, à commencer à travailler sur la gestion de la concentration, à pas comprendre pourquoi c'était pire que mieux au bout de quelques semaines d'accompagnement. Et en fait, en creusant, ce qu'on avait vu dans l'échange, c'est que son athlète était dépressive. Et donc, du coup, la problématique, elle n'était pas là. Et l'idée, c'était déjà de l'aider à aller mieux et à trouver peut-être des solutions dans sa vie perso avant de travailler sur la performance et de la confronter justement à cet aspect-là. Est-ce que les sportifs, du coup, ils ont un bilan annuel à faire au niveau psycho? Et donc, ils y passent tous. Euh, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a beaucoup de suivis psy qui sont réalisés de manière générale dans le sport de haut niveau, ou bien est-ce que, enfin, et puis à côté, est-ce que il y en a beaucoup qui sollicitent de la préparation mentale? Est-ce que toi, dans les sollicitations que tu as eues, tu en as eu beaucoup de la part du handball? Alors, déjà, ça a évolué depuis les dernières années. Tu vois, je suis arrivée à l'INSEP il y a 7 ans bientôt. Au début, on était vraiment sur la psycho et la prépa mentale n'était pas développée. Comme à l'époque, la prépa physique n'était pas développée et maintenant, tout le monde a un préparateur physique quasiment. Donc, c'est en train de bouger. On a refait les stats avec les collègues cette année, avec les collègues du médical, vu que maintenant je suis au pôle perf. C'est voilà, des interventions différentes. Et on s'est rendu compte qu'on était passé à moitié accompagnement psy pur et moitié préparation mentale. Parce que ce bilan, il permet d'avoir déjà des éléments de prévention. Et ça, c'est typique, c'est une démarche qui est française, tu ne le retrouves pas dans d'autres pays. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée, ce fameux bilan. Et donc, du coup, quand tu vois les athlètes tous les ans, même si c'est une photo à un instant T, tu peux plus facilement soit proposer un suivi, soit proposer des actions de prévention si tu vois que tu as plusieurs athlètes d'un même groupe qui vont pas bien. Et donc, si ça va mieux dans sa tête, entre guillemets, tu peux plus facilement travailler sur la performance. Et c'est en train de se démocratiser. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont en demande, il y a de plus en plus de coachs. Et dans le handball, ça s'ouvre aussi. Moi, je vais avoir plus. Enfin voilà, je travaille avec 2 clubs. Il y a quelques années, on n'en était pas là. On était juste sur des demandes de bilan psy. Et maintenant, c'est un travail sur la cohésion, un travail sur l'accompagnement des coachs, l'accompagnement du responsable de perf,
et aussi sur la cohésion d'équipe. Donc c'est en train de bouger, notamment dans le sport de haut niveau. Et même en libéral, je trouve que j'ai de plus en plus d'athlètes de différents niveaux aussi. Alors, la première question, c'est la question de Gaël. Est-ce que l'entraînement en préparation mentale doit s'effectuer comme la préparation physique, entre parenthèses, quantitativement, afin d'être efficace? En effet, la préparation mentale, pour qu'elle puisse être efficace, c'est important de pouvoir répéter les exercices tout simplement pour les automatiser, pour qu'ils deviennent naturels et que les athlètes, les gardiens de but, puissent réutiliser ces outils-là au moment où ils en ont besoin. C'est-à-dire que comme la prépa physique, c'est pas en une séance qu'on va prendre de la masse musculaire par exemple. En préparation mentale, c'est pas sur une séance qu'on va réussir à apprendre à se concentrer. Donc en effet, c'est important de pouvoir s'entraîner régulièrement hors terrain et aussi sur le terrain, sur ces différents outils pour qu'ils soient le plus efficaces possible. La deuxième question, c'est celle de Stéphane. Peut-on intervenir en préparation mentale pendant la compétition? Avant oui, après oui, mais pendant? C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend des intervenants. Dans la manière dont je travaille, pour moi, l'optique, c'est que les athlètes et les entraîneurs soient le plus autonomes possible, donc qu'ils puissent avoir un maximum d'outils pour gérer les situations, les imprévus, seuls en situation de compétition. Si on se projette sur les JO, par exemple, globalement, entraîneurs et athlètes sont seuls sur le terrain et nous, on ne peut être là que en feedback. Après, ça peut arriver dans certains moments d'intervenir de manière, pour le coup, très ponctuelle, pour, par exemple, gérer le stress, parfois prendre un petit temps entre deux matchs. Donc là, je pense plutôt au judo ou à l'escrime, par exemple, pour réussir à se relâcher, à déstresser, à se refocaliser aussi sur le match suivant. Et je pense par exemple à une situation où une athlète au judo avait réussi tous ses matchs, perd un match et du coup se trouve sur la place de Troie, donc le combat pour la place de Troie alors qu'elle visait une médaille d'or. Et donc ça a été plus difficile pour elle de se remobiliser et donc à ce moment-là on avait pris un petit temps pour l'aider à remettre en place au final les outils qu'elle connaissait déjà, mais juste voilà, l'aider à recibler. Mais c'est des cas voilà, assez ponctuels. Et dans l'idée, quand on est là, pour moi, c'est davantage de pouvoir observer, de voir comment justement les sportifs mettent en place les outils, les entraîneurs aussi quand on les accompagne, pour à la fin leur faire un feedback sur ce qui fonctionne, peut-être les axes de travail et aussi sur tout ce qui est discours, coaching en ce qui concerne les entraîneurs. Donc voilà, après le tout, c'est vraiment de l'adapter aussi en fonction des athlètes, des besoins et des équipes avec lesquelles vous travaillez. La troisième question, c'est la question de Logal. Est-il intéressant de demander au gardien de revoir son match en vidéo et de faire les stats sur le ou les objectifs qu'il s'était fixés? En effet, c'est un bon moyen pour aider le gardien de but à prendre du recul sur ce qu'il a mis en place, à être peut-être plus lucide justement sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné, en étant à distance, notamment au niveau émotionnel. Donc je pense que c'est un bon outil et ça permet d'avoir un regard souvent plus objectif sur ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que souvent il peut y avoir un décalage entre ce que le joueur ou le gardien de but a ressenti, a pensé avoir fait pendant le match et ce qui s'est réellement passé. Donc la vidéo peut vraiment être très intéressante en effet pour aller plus en profondeur sur certains objectifs, être plus objectif aussi. Et du coup trouver des pistes intéressantes sur la suite des axes de travail. Après, petite vigilance, il y a certains sportifs, certains gardiens de but qui peuvent avoir des difficultés au niveau de l'estime de soi. Et donc se voir en train de jouer, ça peut être plus difficile pour eux. Donc à faire, mais au cas par cas. La question de Victorien. Comment travailles-tu spécifiquement la concentration, focalisation du gardien? Quels exercices utilises-tu? Alors, je vais essayer de répondre en étant la plus explicite possible, sachant qu'il y a des exercices, des outils que j'ai créés moi-même, donc que vous n'allez pas forcément retrouver dans les livres.
L'une des premières choses que je fais, c'est de pouvoir aider le gardien de but à identifier ce sur quoi il se focalise. Donc le premier aspect, c'est de prendre conscience de ses points de focalisation. Et ensuite, c'est de l'aider à identifier ceux qui sont efficaces, ceux qui sont adaptés au contexte et ceux qui ne le sont pas, pour ensuite proposer certains outils. Donc déjà, c'est cette prise de conscience, cette prise de connaissance, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a différents moyens. Je sais que la méditation, la mindfulness, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on l'adapte au sport pour réussir justement à passer d'un point de focalisation. Donc sur la question de Victorien, pour terminer de répondre, donc il y a des outils en mindfulness, en pleine conscience, qui permettent justement de travailler sur la concentration, à la fois pour réussir à passer d'un point de focus à un autre, mais aussi pour accepter certaines pensées parasites, certaines émotions négatives, et éviter d'y accorder trop d'importance, et donc créer cette sorte de flexibilité mentale qui te permet de passer d'un point de focus à un autre. On peut aussi travailler le discours interne quand le discours interne est potentiellement trop, enfin, on va dire négatif, inadapté, et également tout ce qui est travail autour de la gestion des émotions. Ça peut aussi aider sur la concentration. Le dernier point dans ce travail-là, ça va être aussi de mettre en place des séquences à l'entraînement pour travailler sur les parasites identifiés chez les gardiens de but et qui puissent au fur et à mesure s'habituer à trouver des solutions par rapport à ces distracteurs. La dernière question, c'est la question de Pauline. Est-ce que c'est efficace de travailler des routines et son attitude ou comportement à l'entraînement pour le match, ou bien le fait d'enlever une spécificité à la routine de match dessert la performance? Autrement dit, est-ce que ça a une conséquence, par exemple, de contre-performance, de différencier justement les temps d'entraînement et de match? Alors, je pense qu'il y a des éléments spécifiques de la routine qui peuvent être travaillés à l'entraînement, sur par exemple le discours interne, sur certains ancrages qui te permettent d'être dans un état, un état émotionnel cible. Mais pour moi, il y a deux types de routines. Il va y avoir les routines à l'entraînement, donc c'est de les travailler avec les joueurs, avec le gardien de but pour qu'ils puissent au fur et à mesure rentrer dans leur entraînement avec un bon niveau de concentration et un bon niveau d'activation. Et elles vont être globalement différentes des situations, enfin des routines de match, parce que l'enjeu est différent, le contexte est différent, et donc du coup ça demande clairement de pouvoir les adapter. Après voilà, il y a des ingrédients dans la routine, que ce soit la routine d'entraînement ou la routine de match, qui peuvent être travaillés à l'entraînement parce que c'est des éléments qui sont en commun. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et de manière la plus claire possible. Et je vous souhaite une bonne reprise pour ceux qui vont pouvoir reprendre. Et à très bientôt. Un grand merci à toi pour toutes ces réponses aux nombreuses questions que vous avez tous posées. On voit que c'est un gros sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Donc, tu dis que ça se développe, mais oui, j'en suis aussi convaincue vu l'engouement que ça a sur les réseaux. Donc, c'est génial. Merci d'avoir accordé ce temps, ce précieux temps. Très gentil. Merci beaucoup, c'était très intéressant de pouvoir échanger.